Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir avec cette vidéo comment étudier une pièce de théâtre en français ou en français langue étrangère. Donc je vais tout d'abord vous présenter le plan et ensuite je développerai tous les éléments en vous donnant de nombreux exemples précis de pièces de théâtre françaises. À bientôt. Alors comme je vous l'ai dit, je vais d'abord vous présenter le plan. Nous verrons ce qu'est l'énonciation au théâtre, les différents types de paroles que l'on peut trouver sur scène, et notamment la double énonciation. Nous verrons qu'est-ce que la structure dialogique, le découpage de la pièce, les actes, les scènes, etc., l'espace théâtral, les personnages, les didascalies, la mise en scène, l'ironie au théâtre et les genres théâtraux. Donc beaucoup de vocabulaire, beaucoup de termes techniques qu'il faut que vous maîtrisiez, qu'il faut que vous soyez capable de réutiliser dans vos travaux et de reconnaître également dans les pièces de théâtre que vous allez devoir lire ou étudier. La caractéristique spécifique de l'énonciation au théâtre, c'est que contrairement au roman, ou à la nouvelle, il n'y a pas de narrateur pour raconter les faits. Ce sont donc les personnages, par leurs paroles, par leurs gestes, par leurs attitudes, par leurs mouvements, par leurs déplacements sur scène, qui vont prendre en charge cette énonciation. Il y a plusieurs types de paroles. D'abord, les personnages peuvent raconter ce qu'il s'est passé en dehors de la scène. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment, notamment dans les tragédies classiques, de Corneille ou de Racine par exemple, parce que la règle de la bienséance interdit à l'auteur de faire représenter sur scène des scènes extrêmement violentes ou choquantes pour le public. Par exemple, des batailles ou des meurtres. Nous avons l'exemple du Cid de Corneille, le Cid qui raconte la bataille qu'il vient de réaliser au roi. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant, à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2 tiers, aussitôt qu'arrivés, dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience autour de moi demeure, se couche contre terre, et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant cachée, aide à mon stratagème, etc., etc. Nous avons un autre exemple de récit d'événements, tragique également, la mort d'Hippolyte, raconté par Théramène dans Phèdre de Racine. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char, ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes, ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée, etc., etc. Nous avons donc le récit d'un événement survenu hors de la pièce. Nous avons également une action lorsque la parole d'un personnage est immédiatement suivie des faits. Nous avons un discours entre plusieurs personnes. Par exemple, dans le Don Juan de Molière, la première scène au cours de laquelle son valet nous explique le caractère réel de son maître. Alors l'histoire, je vous la rappelle, c'est au départ Gusman, l'un des frères de la femme de Don Juan, qui se plaint un petit peu du fait que Don Juan ne veuille plus se marier avec elle. Et le valet lui raconte exactement quel est le caractère de son maître. Mais les 5 nœuds du mariage le tiennent engagé. Et mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie,
et je ne comprends point comment, après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent, pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, comment après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Et Stagnarel lui répond: mais par précaution, je t'apprends que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau des piqûres, en vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à tous les remontrances qu'on lui peut faire, et traite de bilversé tout ce que nous croyons. Donc vous voyez, ce discours permet dès le départ de montrer le caractère de Don Juan sans que celui-ci ne soit présent sur scène. Nous le reverrons par exemple avec le Tartuffe également de Molière, où pendant 2 actes, les personnages racontent qui est Tartuffe et qui n'apparaît qu'après. Et attention, il ne faut pas confondre les didascalies, qui sont les indications textuelles fournies par l'auteur, avec l'énonciation. L'énonciation est faite par les personnages, la didascalie est faite par l'auteur. Voyons maintenant quels sont les types de paroles sur scène. Vous avez bien entendu la réplique, qui est un texte prononcé par un personnage à destination d'un autre. Il y a énormément d'exemples, je ne vais pas vous en donner. Il y a la tirade, qui est une longue réplique, sans interruption, et dont le but est de ralentir le rythme pour informer, expliquer, développer. Vous avez la célèbre tirade du nez dans la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Cyrano qui dit « Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée, etc., etc. Vous avez également l'aveu de Phèdre dans la pièce de Racine. Ah, cruel, tu m'as trop entendu, je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison, etc., etc. Vous avez des dialogues, qui sont des échanges verbaux entre 2 ou plusieurs personnages. Vous avez le monologue, qui est la réplique d'un personnage seul en scène, qui s'adresse à lui-même. Cela permet d'exprimer les sentiments intimes du personnage qui informe, délibère ou prend une décision. Vous avez le monologue d'Harpagon, par exemple, dans l'Avare. Vous avez également l'aparté. Alors l'aparté, la caractéristique de l'aparté, c'est que seul le personnage qui le parle l'entend, c'est-à-dire que les autres personnages ne l'entendent pas. Par contre, le public l'entend et donc est au courant de ce que dit ce personnage. Dans le Tartuffe de Molière, par exemple, vous avez Doride qui dit en soi-même « Comme il se radoucit, ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit ». Ou dans Beaumarchais, le barbier de Séville, Bartholo qui à part dit « C'est quelque fripon » et qui ensuite se fait entendre de son interlocuteur « Et non, monsieur le mystérieux, parlez sans vous troubler si vous pouvez ». Et le comte qui lui répond à part, maudit vieillard, il l'insulte, mais il n'ose pas le dire à voix haute. Mais par contre, les spectateurs l'entendent. Et dans Molière, le médecin malgré lui, Martine qui dit « je te pardonne » et qui, en fait, en catimini, dit « mais tu le paieras ». Le public entend cette dernière tirade « mais tu le paieras », mais l'autre personnage ne l'entend pas. Vous avez enfin la stichomitie,
qui est un échange rapide de répliques courtes et vives. Nous en avons un exemple dans L'École des femmes, dans l'acte 2, scène 1 de Molière, entre Arnolphe et Agnès. Arnolphe, la promenade est belle. Agnès, fort belle. Arnolphe, le beau jour. Agnès, fort beau. Arnolphe, quelle nouvelle. Agnès, le petit chat est mort. Arnolphe, c'est dommage, mais quoi, etc. La stichométie continue comme ça, des phrases très courtes, très rapides. Voilà donc pour les différents types de paroles que l'on retrouve sur scène. Vous avez ce que l'on appelle la double énonciation. Au théâtre, le texte de l'auteur, interprété par des comédiens, est joué devant un public. Cette particularité entraîne une situation d'énonciation un petit peu spécifique, puisque l'énonciation est double. Les personnages dialoguent entre eux, sans tenir compte de la présence du public, mais l'auteur s'adresse directement au public à travers les paroles qui sont prononcées par les personnages. Donc ça a plusieurs effets sur le public. Donc le spectateur est bien entendu informé, il est informé sur le lieu, le temps, les relations entre les personnages. Il en connaît beaucoup plus, en fait, que les personnages eux-mêmes qui parfois ne sont pas sur scène. Il entend notamment ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les apartés. Le spectateur est complice. Donc, je vous l'ai dit, il en sait plus que les personnages eux-mêmes. Donc, il peut comprendre les quiproquos, l'ironie ou le tragique. Le spectateur peut, dans certaines scènes, être pris à partie lorsqu'un personnage s'adresse directement à lui. Et le personnage devient donc le porte-parole de l'auteur qui, à travers lui, défend ses idées, voire même justifie sa pièce. Vous avez vous avez la structure dialogique. Elle permet de donner des informations essentielles sur la psychologie des personnages ou sur l'intrigue de la pièce. Vous avez également le découpage de la pièce. L'unité la plus longue, c'est l'acte. Par exemple, dans les tragédies, il y a systématiquement 5 actes. Entre 2 actes, les lieux et les époques peuvent changer. Par exemple, dans le Don Juan de Molière, au départ, il est dans un palais, puis il se retrouve dans un village de pêcheurs, puis enfin il se retrouve dans une grotte, etc., etc. La scène, c'est l'unité la plus courte de la pièce. On change de scène, lorsque un ou plusieurs personnages entrent ou sortent. Et enfin, vous avez la scène d'exposition lorsque les personnages présentent la situation initiale de la pièce. Par exemple, dans L'île aux esclaves de Marivaux, la scène d'exposition permet de renverser dès le départ la relation entre maître et valet. Par exemple, Arlequin, dans L'île aux esclaves, dit à son maître: je les étais, je le confesse à ta honte, mais va, je te pardonne, les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave, tu me traitais comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi, on va te faire esclave à ton tour, on te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là, tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu mon ami, je vais trouver mes camarades et mes maîtres, et tes maîtres. L'espace théâtral. On peut distinguer 3 types d'espace. L'espace référentiel, c'est-à-dire c'est le lieu que veut nous représenter l'auteur grâce au décor. Par exemple, dans Beckett, il indique dès le départ route à la campagne avec arbres, soir. L'espace scénique, quant à lui, c'est le lieu physique où jouent les acteurs et qui est délimité par l'estrade. Et il y a 4 parties dans cet espace scénique: l'avant-scène, le fond de scène,
le côté jardin, donc qui est sur la gauche du spectateur, et le côté cour qui est sur la droite du spectateur. Et enfin, nous avons le hors-scène, qui est le lieu d'origine ou de destination des personnages, généralement situé dans les coulisses du théâtre. Pour le théâtre classique, sortir ou entrer dans ce hors-scène, c'est généralement signe de mort ou de violence. Donc les crimes ont toujours lieu en dehors de la scène pour, comme je vous l'ai dit, ne pas choquer les spectateurs et respecter les règles de la bienséance. Les personnages, lorsque vous allez étudier les personnages, il faudra vous interroger sur leur statut, s'ils sont des spectateurs principaux ou secondaires, les caractéristiques qu'ils ont, leur situation dans la scène, les traits de psychologie, la fonction sociale, symbolique, etc. etc. Les didascalies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles renseignent sur l'attitude des personnages, sur leur diction, sur leur intonation, sur leur position physique, etc. etc. Les didascalies peuvent être extrêmement précises, comme par exemple c'est le cas dans Rhinocéros de Ionesco, où nous avons une vingtaine de lignes dès le départ pour présenter le décor. J'en lis juste 2-3 lignes. Une place dans une petite ville de province. Au fond, une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Au rez-de-chaussée, la devanture d'une épicerie. On y entre par une porte vitrée qui surmonte 2 ou 3 marches. Au-dessus de la devanture est écrit en caractères très visibles le mot épicerie. Au premier étage, 2 fenêtres, etc., etc., etc. Vous voyez, il est extrêmement précis dans ses didascalies et ne permet pas à un metteur en scène de réellement agir à sa guise lorsqu'il fait représenter sa scène. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc la mise en scène, justement, c'est le travail qui consiste à proposer une lecture particulière et personnelle d'une pièce de théâtre. On appelle le metteur en scène également le régisseur. Une mise en scène peut changer toute l'histoire, donner un aspect comique au lieu de tragique à une pièce. Il peut moderniser des pièces de Molière, par exemple. Une pièce de Molière qui se passe au XVIIe peut très bien être transformée pour se passer de nos jours. Donc la mise en scène peut également jouer sur les effets de lumière. Donc il y a le rôle du metteur en scène ou du régisseur est extrêmement important. L'ironie au théâtre. On appelle ironie lorsque les spectateurs d'une pièce de théâtre en savent plus que le personnage qui est sur scène. L'ironie peut être la cause d'une situation comique, tragique ou dramatique. Voilà pour l'ironie. Enfin, nous terminons avec les différents genres théâtraux. Vous avez la tragédie, qui généralement met en scène la haute noblesse, qui se heurte à la fatalité et suscite l'admiration et la crainte. Vous avez comme exemple les tragédies classiques de Racine ou de Corneille. Vous avez les comédies, qui jouent généralement sur des intrigues bourgeoises, où s'opposent les intérêts personnels et les types sociaux. Comme exemple, vous avez les nombreuses comédies de Molière. Vous avez la farce, qui est représentée plus à la Renaissance ou au Moyen-Âge. Une farce très connue est la farce de Maître Patelin, qui a été écrite en 1453. Et vous avez enfin le drame, qui apparaît en France au XIXe siècle, qui, selon la célèbre formule de Victor Hugo, veut mêler le sublime et le grotesque, et donc qui abaisse les barrières entre les différents genres, en faisant passer le spectateur du rire aux larmes. Voilà, j'en ai fini avec mon explication sur le théâtre. Je vous proposerai d'autres vidéos où je reviendrai d'une manière plus précise sur chacun de ces éléments. À bientôt, au revoir.